Est-ce que ça t'est déjà arrivé où tu rencontres quelqu'un et les 6 premiers mois, c'est que du bonheur? Vous partagez votre vision, vous faites des trucs ensemble, vous avez des discussions profondes, vous faites l'amour, bref, vous êtes totalement sur la même longueur d'onde. Et quand t'as tes niveaux d'énergie et ton enthousiasme sur la vie, c'est comme si rien pouvait t'arrêter depuis que tu carbures au 95 sans plomb love. Et puis après quelques temps, 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, ça commence à s'effriter. Ton réservoir d'amour n'est plus aussi rempli qu'avant et pour une raison qui te dépasse, ton couple a changé. Elle te prend moins dans ses bras, voire plus du tout. Lui qui avait l'habitude de te faire le café le matin juste avant que tu te réveilles, avant d'aller au travail, il le fait plus non plus. Elle n'engage plus les discussions de la même manière que elle le faisait quand vous vous étiez rencontrés et ça te frustre parce que c'est ça qui nourrissait votre relation et maintenant ça a disparu. Vous vous engueulez beaucoup plus souvent. Et bien sûr, l'éléphant dans la pièce, vous faites moins l'amour qu'avant. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jackson, qu'est-ce qui se passe? Si tu t'es reconnu là-dedans, je sais exactement ce que tu vis. J'ai vécu cette narrative dans quasiment toutes mes relations précédentes. Toujours les mêmes premiers mois avec le fameux « ouais mais avec elle c'est différent, c'est extraordinaire ». Toujours la même fin où je finissais par me sentir déconnecté de la personne. Comment on en est arrivé là? Putain, ça partait si bien. Et si tu me posais la question de comment est-ce que t'en es arrivé là? À l'époque, j'en avais aucune idée. Je pouvais pas te donner d'explication. Avant, je pensais juste que c'était normal en fait, que c'était juste pas la bonne et qu'il s'agissait juste de trouver quelqu'un d'autre, tu vois. Mais tu sais ce qu'on dit, si tes relations foirent, qui est le dénominateur commun? Tout est connecté, ma gueule. Tout est connecté. Quand ton couple bat de l'aile, c'est pas comme si tu pouvais nexter tes émotions. Forcément, ça atteint les autres aspects de ta vie, genre ton énergie, ton humeur, ta créativité, ta motivation, ta santé mentale, ton enthousiasme, tes résultats pro et perso. Ça atteint tout, putain. Tout. Là. Si t'es comme moi et que tous les jours tu travailles sur tes projets pro et perso, et que tu as vraiment cette philosophie de vie de tracer ta route pour avancer et que tu as soif d'apprendre, si quelque chose va mal dans ton couple, forcément ça te ralentit. Tu veux pas non plus arriver au point où tu catégorises le couple comme un aspirateur d'énergie qui te bouffe énormément de ressources sans rien te donner en retour et qui, comme une bougie, s'éteint quoi au bout d'un moment. Peut-être que tu veux te marier, peut-être que tu veux avoir une famille, peut-être que tu veux avoir des enfants, bref. Tu veux que ça marche quoi. Avoir ses besoins comblés en amour crée une atmosphère dans le couple qui permet aux deux partenaires d'adresser leurs nombreuses tâches et projets de manière bien plus productive. Et alors un jour, alors que c'était un peu la merde, comme je viens de te l'expliquer, j'ai décidé de me confier à une amie. Elle m'a écouté et quand j'ai fini de lui expliquer pourquoi et comment je me sentais de plus en plus distant vis-à-vis de ma partenaire, elle m'a conseillé de lire le livre de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour. Que peut-être que son livre pourrait m'aider et pourrait m'apporter des réponses. Alors le soir même, j'ai googlé son nom. Gary Chapman est un conseiller conjugal, pasteur, baptiste et conférencier américain, spécialiste du mariage et de la famille, mondialement reconnu pour son best-seller sur les 5 langages de l'amour. Le lendemain, j'ai acheté son livre en slovaque. C'est l'occasion de me motiver et de lire dans ma langue maternelle ou semi-maternelle et démarrer cette fabuleuse épopée vers l'amélioration et la meilleure compréhension de mes foirades amoureuses. Et aujourd'hui, je veux te partager les 7 leçons qui m'ont fait comprendre notamment ce qu'il se passe réellement les 6 à 24 premiers mois d'une relation, pourquoi le vrai amour requiert effort et discipline, pourquoi chaque humain a un langage de l'amour différent et pourquoi c'est crucial de comprendre celui de ton partenaire ou ta partenaire pour créer de l'intimité ou recréer de l'intimité, les 5 types de langage de l'amour selon Gary Chapman, comment trouver ton langage de l'amour personnel, comment incorporer les langages de l'amour dans ta relation et enfin comment faire quand le langage de l'amour de ton partenaire ou de ta partenaire n'est pas du tout naturel pour toi en fait. Le but de cette vidéo, c'est vraiment qu'à la fin tu aies des pistes pour lancer une nouvelle dynamique dans ton couple et ta relation, une dynamique positive pour recréer une atmosphère d'intimité et de proximité avec ton ou ta partenaire. On y va? Et du coup, on commence avec la partie 1, l'amour chimique. L'amour chimique, c'est quoi? C'est ce qui se passe vraiment les 6 à 24 premiers mois d'une relation. Selon Gary Chapman, il y a 2 phases dans l'amour. La première dure entre 6 à 24 mois et c'est celle où
bah tu te sens amoureux. Tout est génial, ton partenaire ou ta partenaire a ses défauts, mais tu t'en fous, tu les vois pas vraiment en fait. Tout ce que il ou elle fait est sexy, même quand elle se mouche, bah ça t'excite, tu vois. Le truc à comprendre, c'est ça, c'est que durant cette phase, tous tes réservoirs d'amour sont remplis sans aucun effort. C'est aussi là où tu vas faire des trucs de taré pour l'autre, des efforts mais énormes, même si ça te coûte beaucoup en énergie sans vraiment compter en fait. Tu vas le faire comme ça, naturellement. Moi, au début de ma relation actuelle, je traversais littéralement la Slovaquie en train toutes les semaines pour voir ma copine pendant 24 heures. Et sincèrement, j'étais heureux de le faire. J'étais heureux de le faire. Pour toi, ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas moi, manger ou accepter de manger avec sa famille tous les dimanches par exemple parce que c'est important pour elle. Alors que toi, t'as besoin en général de passer du temps tout seul pour te recharger. J'appelle ça l'amour chimique parce que pendant cette période, c'est nos hormones qui nous font nous sentir aimés. On est shooté aux endorphines, on se sent amoureux et on lévite dans cette boule de coton sans avoir rien à faire. Exactement comme un addict à la poudre blanche qui se sent confiant et intouchable. C'est comme une drogue. Et comme pour chaque drogue, bah il y a une montée et il y a une descente. Après 6 à 24 mois, un jour tu te réveilles et le voile tombe complètement. On manque d'affection, on commence à calculer beaucoup plus rationnellement ce que ça nous coûte de s'asseoir toutes les semaines dans le train pour passer uniquement 24 heures avec la personne que tu aimes. Nos exigences deviennent beaucoup plus hautes en fait. C'est comme si on voyait la réalité pour ce qu'elle était vraiment et qu'on sort d'un espèce de rêve qui a duré 6 mois à 1 an. Et je sais que ça peut paraître triste comme ça, mais c'est une bonne chose pour la relation. C'est le moment où la relation va enfin pouvoir mûrir et dépasser le stade où tout fonctionne un peu en mode automatique parce qu'on est shooté aux endorphines. C'est le moment où les deux amoureux reviennent sur Terre, dans la réalité, voient pour la première fois les problèmes à régler et les solutions à trouver dans leur couple. Gary Chapman appelle ça l'amour rationnel. Et c'est la prochaine partie de notre vidéo. Partie 2, l'amour rationnel, quand aimer demande effort et discipline. Alors, c'est quoi l'amour rationnel? Ce type d'amour exige des efforts et de la discipline. C'est une décision d'investir son énergie pour le bien d'une autre personne avec la conscience que si sa vie s'enrichit grâce à votre énergie et votre présence et vos efforts, vous aussi y trouverez une forme de satisfaction. La satisfaction d'avoir exprimé à l'autre le vrai amour. Gary Chapman. Faut que je te dise, quand j'ai lu ce passage, ça m'a mis une... Oh. D'une parce que, je me suis fait mal, d'une parce que ça casse le gros mythe de l'amour écolo à éolienne qui s'entretient tout seul. Et aussi parce que ça dit que c'est normal de plus ressentir cette euphorie du début. Ça fait du bien dans une époque où on compare sans arrêt notre amour et notre couple à ceux des feeds Instagram, des séries Netflix et des messages marketing. La vraie vie, elle est brute et sans filtre. L'amour rationnel, celui qui vient de la volonté, est le type d'amour auquel les sages nous ont toujours appelés. Est-ce qu'on continue à croire que l'amour est quelque chose qui doit couler de source et qu'on doit jeter nos partenaires à partir du moment où on ressent plus cet amour, un petit peu comme des jouets qu'on jetterait à partir du moment où il n'y a plus de piles. Mais heureusement, il y a une autre voie, celle qui consiste à changer notre perspective sur l'amour et à accepter que cultiver une relation amoureuse qui marche, ça s'apprend. Mais alors pourquoi on se sent plus aimé? La grande idée que Gary Chapman développe dans son livre, c'est que tout le monde a une sorte de réservoir d'amour. De réservoir d'amour. Et pendant la phase de l'amour chimique, là où toutes tes endorphines viennent te marteler le cerveau et te font te sentir bien, ces réservoirs d'amour, ils se remplissaient tout seuls, un peu comme une tasse de café qui se remplit toute seule tous les matins. Mais quand l'amour chimique s'arrête, nos réservoirs se vident. Et c'est précisément ça qui crée cette sensation de distanciation émotionnelle qui font qu'on se sent de plus en plus loin de nos partenaires. C'est en fait deux réservoirs d'amour qui petit à petit se vident et ne se remplissent pas. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à parler les différents langages de l'amour. Pour faire simple, les langages de l'amour, c'est quoi? C'est l'ensemble des conditions, des mots, des gestes, des cadeaux, des discussions qui font que tu te sens aimé et vraiment connecté avec ta partenaire. Et le truc qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que ces langages, très souvent, ils sont hérités de notre enfance et de comment nos parents nous ont exprimé leur propre amour. Les enfants héritent du langage primaire de l'amour par lequel les parents communiquent. Peut-être en adoptent-ils un autre en chemin, mais ils se sentiront toujours plus à l'aise dans leur langage primaire.
Et bien sûr, sinon ce serait pas drôle, chaque personne a un langage de l'amour différent. Votre langage de l'amour et celui de votre partenaire peuvent être aussi différents que l'anglais et le chinois. Si on veut communiquer efficacement notre amour, on doit avoir la volonté d'apprendre à parler le langage primaire de l'amour de notre partenaire. Et franchement, quand j'ai lu ça, tout a commencé à faire beaucoup plus de sens en fait. Quelqu'un expliquait enfin avec des mots tangibles et concrets pourquoi une distance s'installait dans mes relations et dans ma relation actuelle. En fait, on n'avait jamais vraiment discuté de ce dont on avait besoin pour se sentir aimé et de comment on avait besoin de recevoir l'amour de l'autre. Si on parle des langages de l'amour différents, on a l'impression de donner, mais sans jamais vraiment recevoir. Et l'autre a l'impression de ne pas recevoir alors qu'on lui donne. Ça semble si simple et en même temps c'est du bon sens. Ce n'est pas inné pour l'autre de savoir comment nous communiquer son amour pour qu'on le reçoive et pour qu'on se sente aimé. Et inversement, c'est pas parce que j'exprime mon amour à l'autre de la manière dont moi j'aimerais qu'on me l'exprime qu'il va forcément le recevoir et qu'il va forcément se sentir aimé. Et donc là on arrive à la partie la plus intéressante quelque part, la solution, la partie la plus cruciale. C'est quoi les 5 langages de l'amour ? Comment est-ce qu'on les apprend selon Gary Chapman ? Et moi je te retrouve parce que ça fait 1 heure que je tourne cette putain de vidéo et que je suis en retard pour mon boulot. On se retrouve ce soir. Ok, c'est le lendemain. Au final, hier, j'ai pas du tout eu le temps de filmer, mais on y retourne. Selon Gary Chapman, il y a 5 types de langage de l'amour. Je te propose qu'on les passe en revue et qu'après, on fasse un exercice pour trouver lequel est le tien. Bah oui, parce que c'est ça qui nous intéresse. Le premier langage de l'amour, c'est ce qui s'appelle les mots de réassurance. Il y a un célèbre expert du management aux États-Unis qui s'appelle Peter Drucker et qui a une phrase qui dit « Je peux me nourrir de 2 mois entiers d'un bon compliment ». Les gens qui possèdent ce langage se sentent aimés par leur partenaire quand ils leur font des compliments ou leur montrent leur affection, mais par les mots. Il faut que ce soit vocalisé. Par exemple, « Wow, merci pour le dîner, c'était vraiment délicieux. » « Wow, t'as la classe aujourd'hui. » Ces mots, c'est du véritable nectar pour les gens dont c'est le langage primaire. Ça suffit pas juste de le penser. Les gens dont c'est le langage primaire ont besoin de l'entendre. La vocalisation est extrêmement importante. Langage numéro 2, l'attention et le temps de qualité. Alors c'est mon langage primaire personnel à moi et les gens qui reçoivent de l'amour de cette manière, ils ont besoin de passer du temps de pleine présence avec leur partenaire. Et quand je dis du temps de pleine présence, c'est que les discussions peuvent varier, mais l'important c'est d'être juste tous les deux et que chacun sente, ou en tout cas la personne dont c'est le langage primaire sent que la pleine attention de son partenaire est focalisée uniquement sur lui. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de coup de fil, pas d'SMS. Pleine attention. Le temps que vous passez ensemble peut inclure discuter sur le sens de la vie, partager ses visions ou ses perspectives sur le monde, se raconter les idées qu'on a eues pendant la semaine, ce qui nous est arrivé, faire une balade dans la forêt, prendre un café ensemble le matin et partager nos dernières découvertes et nos dernières lectures. Je le répète, mais l'important ici, c'est de sentir que notre partenaire est avec nous, en pleine présence et qu'il nous accorde toute son attention. Si il ou elle regarde son téléphone ou répond à un appel, on sent un manque de présence et donc un manque d'attention et donc un manque d'amour. Ce langage possède un autre dialecte. Et ce dialecte, c'est les activités ensemble. En fait, il s'agit de vivre des expériences ensemble et un peu comme de créer une banque de souvenirs dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher tout au long de ta vie. Ceux qui parlent ce dialecte ont besoin de faire des choses avec leur partenaire. Contrairement à avant, où il y a besoin d'être et de discuter, ceux-là ont besoin de faire des choses, de vivre, d'expérimenter. Tu vois, là, on est beaucoup plus dans l'action que dans la réflexion et le partage. Bien évidemment, les deux se combinent. C'est là que ça devient intéressant. Ce langage-là, les activités ensemble, c'est typiquement le langage de l'amour de ma partenaire actuelle. Et ça explique pourquoi, à un moment donné, je sentais que j'avais de plus en plus besoin de passer juste du temps avec elle et d'avoir des discussions profondes et de savoir comment elle se sent et de savoir quelle est sa vision sur la vie. Là où elle, à l'inverse, avait de plus en plus envie et besoin qu'on passe du temps ensemble à faire des choses ensemble, des activités, des trucs dans l'action, des trucs actifs, tu vois. Et du coup, on se sentait distant parce que on ne comprenait pas qu'on avait un langage de l'amour différent. Et en soi, c'est pas un problème. Il faut juste que chacun apprenne à parler le langage de l'autre. On en parle juste après. Langage numéro 3, le contact physique. Les personnes pour qui c'est le langage primaire ressentent l'amour par le toucher. Et en soi, ça n'a pas besoin d'aller jusque dans l'acte sexuel ou quoi, mais c'est crucial
que le toucher ne soit pas négligé pour les personnes qui ont ce langage primaire-là. Ça peut être par exemple se tenir la main lorsque vous marchez ensemble, ou alors effleurer son épaule gentiment quand vous passez à côté, ou alors l'embrasser quand il ou elle part au travail. Et je sais que beaucoup de gens vont se dire « ouais, mais c'est pas naturel pour moi ». Et on va discuter de ça un petit peu plus loin, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas grave si c'est pas naturel. L'important, c'est vraiment d'apprendre à le voir comme quelque chose qu'on pratique, dans lequel on devient meilleur et qu'on fait pour notre partenaire, parce que c'est comme ça qu'il ou elle se sent aimé. Le langage numéro 4, c'est ce que Gary Chapman appelle les actes de service. Est-ce que selon toi, faire la cuisine ou faire la vaisselle ou sortir les poubelles peut être une preuve d'amour? Et ben d'après Gary Chapman, oui. En fait, les personnes pour qui c'est le langage primaire se sentent principalement aimées quand leur partenaire leur rend des services. Faire la vaisselle, faire à manger, repasser, sortir les poubelles, aller chercher les enfants, gagner de l'argent pour la famille, laver la voiture, peu importe, tant que c'est un acte de service. Et c'est important de noter que c'est un langage primaire pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et alors là, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse qui va être croustillante et tu vas me dire en dessous dans les commentaires ce que t'en penses. Voir les choses sous cet angle, quand on comprend que les actes de service sont une forme de langage de l'amour, ça décomplexe des stéréotypes classiques qui sont aujourd'hui dénoncés dans notre société moderne. Je m'explique. Quand je te parle de stéréotypes, je te parle de celui de la femme au foyer qui s'occupe des enfants et fait de la cuisine, et celui de l'homme qui bosse et qui ramène de l'argent pour la famille. Je dis pas que ça explique tout, ce que je dis juste c'est que si t'es une femme et que tu exprimes principalement ton amour par les actes de service, c'est normal d'avoir envie de faire à manger pour son mari. C'est normal d'avoir envie de repasser ses chemises et de prendre soin du foyer. Idem si t'es un homme et que pour toi c'est une preuve d'amour que de s'occuper de ta famille en la supportant financièrement, il n'y a pas à se sentir mal en fait. Et là je te parle vraiment des gros stéréotypes et tu pourrais me dire « ouais mais Egon, pourquoi ce serait pas l'inverse ?» Et bien justement, moi par exemple, les actes de service, c'est une des manières principales dont j'exprime mon amour. Alors pourtant que c'est pas mon langage primaire. J'aime faire à manger par exemple à ma partenaire ou alors lui préparer un café tous les matins juste avant qu'elle se lève, ranger derrière elle, lui faire des massages. C'est une des manières dont j'exprime mon amour, tu vois. Et j'ai aussi cette vision traditionnelle du couple où je gagne de l'argent, j'ai envie de supporter ma famille, j'ai envie d'être celui qui permet à ma famille d'être stable et en sécurité financièrement. Donc tu vois, j'aborde juste cette question parce que quand j'ai lu le livre des 5 langages de l'amour et que je suis tombé sur cette section des actes de service, ça pousse vraiment à se poser la question de oppression de la société ou manière d'exprimer son amour. Je dis pas que j'ai toutes les réponses, je dis juste que c'est une perspective intéressante et que c'est à creuser. Et enfin, le dernier langage de l'amour, numéro 5, qui est donner et recevoir des cadeaux. La personne dont le langage primaire est de donner ou recevoir des cadeaux, elle se sent aimée quand on lui offre des objets matériels, des objets concrets. Et là, c'est important de noter que la valeur monétaire, elle est pas importante. C'est pas, il n'y a pas besoin que ce soit des sacs Gucci ou des Porsche ou des Ferrari ou des fringues qui coûtent 10 000 balles. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le symbole. Le symbole que, en lui offrant un cadeau, tu lui montres que tu penses à lui ou à elle. Ça peut être un caillou ramassé sur la plage ou une fleur ramassée sur un champ ou une plante à 1,75 € achetée chez Ikea, une photo que tu as imprimée de vous deux, un carnet confectionné à la main. Le cadeau est un symbole. C'est le symbole de l'amour que la personne te porte qui est matérialisé dans cet objet-là. En storytelling, ils appellent ça les objets chargés. Mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant qu'on a vu quels sont les 5 types de langage de l'amour, voyons comment appliquer ça dans ton couple. Et pour commencer, ce qui est hyper important, c'est de comprendre quel est ton langage à toi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Comment trouver ton langage de l'amour personnel? Gary Chapman propose un test en ligne sur son site que je te mettrai dans la description et que tu peux faire. Je suis pas sûr qu'il y a une version française, mais si tu parles anglais, tu devrais comprendre. Mais avant de faire le test, je pense que c'est vachement intéressant de répondre à quelques questions pour tester en l'état, avec tes connaissances actuelles, de quelle manière est-ce que toi tu aimerais recevoir de l'amour.
Il y a deux façons de faire ça, et là je t'invite à te prendre un papier, un carnet et un stylo, et à vraiment faire ces exercices sur le papier si tu veux en retirer quelque chose. La première manière, ça consiste à se demander comment devrait se comporter mon partenaire ou ma partenaire idéale. Est-ce que tu aimerais avoir plus de discussions profondes avec lui? Est-ce que tu aimerais qu'il te touche davantage? Est-ce que tu aimerais qu'il te complimente ou te dise à quel point il t'aime à voix haute? Vraiment brainstorm ces idées sur le papier et demande-toi comment devrait se comporter ton ou ta partenaire idéal. Si après avoir dressé cette liste, tu arrives à la conclusion que tu as besoin d'une mixture des 5 types de langage, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Si tu creuses un petit peu plus et que tu te poses la question, tu vas sans doute remarquer qu'il y a un type d'affection, une manière d'exprimer son amour ou une preuve d'amour que tu aimerais recevoir plus que toutes les autres en fait. Maintenant, il y a peut-être des gens, et peut-être que c'est ton cas, à qui cet exercice va pas parler. Et si tu te poses et que tu demandes comment est-ce que j'aimerais recevoir mon amour, peut-être qu'il n'y a rien qui te vient en fait. Si c'est ton cas, pas de panique, j'ai une solution pour toi. Et une autre manière de trouver ton langage de l'amour, ça consiste à retourner les questions sur elles-mêmes, retourner le problème. C'est le genre d'exercice qu'on s'autorise jamais à faire quand on est avec notre partenaire, mais là, on est entre nous, donc je te l'autorise. Tu peux t'inspirer des reproches que tu ferais, ou peut-être fait déjà. Je t'invite à prendre une feuille par exemple et à écrire tous les reproches que tu lui ferais sur votre relation. Et là, je veux vraiment que tu te lâches, tu vois. Je veux vraiment que tu te lâches, et même au niveau du vocabulaire, tu peux lui dire « Ouais, tu fais chier, à chaque fois tu laisses un bordel pas possible derrière toi, tu m'oublies complètement, quand on marche ensemble, tu me prends pas du tout par la main, tu me touches même pas avec un bout de bâton en fait. » Dresse la liste de tous les reproches que tu lui ferais et de manière non censurée. Et à partir de là, une fois que tu as cette monstre liste, il y a de fortes chances que ton langage primaire de l'amour se retrouve à l'inverse de tout ce que tu as reproché. Si par exemple tu lui reproches de jamais faire la vaisselle ou de pas ranger derrière elle ou ce que tu veux, il y a de fortes chances que ton langage primaire ce soit les actes de service. Si par exemple tu lui reproches de jamais prendre de nouvelles de toi ou de jamais passer du temps avec toi ou de jamais t'appeler, il y a de fortes chances que ton langage primaire ce soit passer du temps de qualité ensemble. Prends ta liste, retourne et conclue ton langage primaire. Ok, maintenant que c'est fait, partie numéro 6, on va voir comment amener tout ce que tu as appris des langages primaires de l'amour dans ta relation. Améliorer sa relation de couple, c'est un travail à deux, mais avant d'en parler à ton ou ta partenaire, ça me semble important de faire tes devoirs de ton côté. Mets du temps de côté pour creuser plus profondément la question. Là, tu regardes cette vidéo et c'est très bien, c'est une introduction, ça prouve que tu as envie d'améliorer ta relation. Va plus loin que ça. Investis peut-être quelques euros pour lire le livre dont je te parle. Achète pas celui-là, il est en slovaque. Investis vraiment du temps à lire ce bouquin. Imprègne-toi des concepts et passe du temps à te demander comment est-ce que ça s'applique à toi. Et au fur et à mesure que tu apprends, que tu lis et que tu as des épiphanies, note-les en fait. Je te dis ça parce que c'est un travail important que tu fais là. C'est un travail sur soi, un vrai travail qui va par derrière contribuer à améliorer ta relation de couple en fait. Et de manière générale, ton bonheur, comment tu te sens avec ta partenaire. Donc c'est énorme et ça mérite d'investir du temps et quelques euros. Ok, et une fois que tu as fait ce travail qui peut prendre quelques semaines, tu vois, ou quelques mois, ou quelques jours, il est temps de partager tes découvertes à ta partenaire. Et alors là, je suis ni expert de couple ou conseiller conjugal, mais je peux te dire comment moi j'ai fait pour amener le sujet sur la table. Explique-lui que tu ressentais une distance de plus en plus grande entre vous deux et que ça te rendait triste. Profites-en d'ailleurs pour lui demander si c'était la même chose pour elle et écoute ce qu'elle a à te dire. Et dis-lui que vu que c'était important pour toi, t'as fait des recherches et t'es tombé sur un livre qui t'a aidé à mieux comprendre quels étaient tes besoins dans un couple et comment est-ce que tu pourrais mieux les exprimer et mieux ressentir et donner de l'amour. Et que tu aimerais aussi comprendre quels sont ses besoins à elle et que tu aimerais aussi comprendre comment elle a besoin de ressentir de l'amour et comment elle a besoin de se sentir aimée. Par exemple, vous pouvez lire un chapitre du livre ensemble, tu peux le commander et vous pouvez lire un chapitre du livre ensemble tous les soirs et débriefer sur ce que ça vous évoque. Vous pouvez faire le test en ligne tous les deux ensemble et débriefer sur le résultat et peut-être que vous seriez étonné en découvrant que le langage primaire de l'amour de l'un et de l'autre était complètement différent de ce que vous auriez pensé à l'origine. Une autre idée, c'est une fois que vous connaissez quel est le langage primaire de l'un et de l'autre, dressez une liste des différentes choses que chacun aimerait faire pour vous sentir aimé et faites-les.
faites-les. Engagez-vous mutuellement à changer les choses, à vraiment faire un travail sur votre couple et apprendre à parler le langage de votre partenaire. Et si elle est réticente, pour je ne sais quelle raison, engage-toi quand même à appliquer ce que toi t'as appris, seul, de ton côté, dans un premier temps. Peut-être qu'en voyant que t'essayes vraiment d'appliquer ce que t'as appris, elle aura plus envie, après un certain temps, de, à son tour, apprendre quels sont tes langages et apprendre comment elle peut s'améliorer dans la relation. Sinon, si elle s'intéresse pas vraiment à tout ça, malgré tous les efforts que tu fais, ça signifie que t'es avec quelqu'un qui tient peut-être pas suffisamment à toi pour vouloir apprendre comment est-ce que toi t'as besoin de communiquer ou comment est-ce que toi t'as besoin de recevoir ton amour. Et de ça, je peux pas te conseiller, mais je te laisserai tirer tes propres conclusions à terme. Voilà, et on arrive à la dernière partie, qui selon moi est une des plus intéressantes et des plus juteuses. Ouais mais Egon, le langage primaire de mon ou ma partenaire, il est vraiment différent du mien, c'est pas naturel, qu'est-ce qu'on fait bordel? Et à ça, je vais te citer un paragraphe du livre que je trouve vraiment excellent, et je vais littéralement te le lire. On fait tous les jours quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Pour certains, c'est se lever le matin. On refuse de se laisser diriger par nos émotions et on se lève. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'important à faire ce jour-ci. La même chose s'applique à l'amour. Nous apprivoisons le langage primaire de notre partenaire et lui communiquons notre amour, que ce soit naturel ou non. Nous n'attendons pas d'avoir des sensations agréables en retour. C'est une décision à prendre. Et si on décide d'apprendre à parler son langage, son réservoir d'amour se remplira et il y a de fortes chances qu'il décide à son tour d'apprivoiser notre langage de l'amour. L'amour est une décision et n'importe lequel des deux partenaires peut commencer le processus dès maintenant. Donc voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Cette approche met vraiment à l'envers le stéréotype du vrai amour où tout coule de source. Moi je trouve ça très rassurant en quelque sorte. Ça démystifie l'idéal du partenaire avec qui tout est parfait. Ça nous ramène à la vraie vie, ça nous ramène sur terre. Ça nous ramène à cette idée que pour l'amour aussi, il y a des choses à apprendre, il y a des challenges à traverser, il y a des habitudes à changer et c'est faisable, c'est atteignable, c'est pas mystique, c'est pas voué à l'échec. Est-ce que ça garantit d'avoir un couple parfait, idéal et sans soucis et sans problème? Non, évidemment, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Pour moi, la vraie question c'est est-ce que connaître le langage de l'amour de ton partenaire a le pouvoir d'améliorer ta relation et votre relation? Pour moi, ça y a contribué. Donc pourquoi pas toi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.